morning, good afternoon, good evening, everyone. Welcome to today's Bonjour, webinar, Nurse bon Quality après-midi, Standards in bonsoir à Primary tous. and Preventative Healthcare, hosted by the International Bienvenue au Nurse webinaire Association. d'aujourd'hui. My name is Hoyshan Pokilade, Senior Nurse Vice Policy Leader President in of Primary and Healthcare Preventative Operations Healthcare, organisé par le Conseil international des infirmières. Je m'appelle Oisan Fokilad, infirmière leader en matière de politique en matière de Marie et de soins de santé préventifs. Et je suis ravi d'être votre modératrice de la session. Nous sommes ravis d'accueillir un groupe aussi diversifié de participants du monde entier. Nous avons, je vois leur nombre This augmenter. webinar is designed to enhance understanding and emphasize the critical importance of primary healthcare, particularly the vital role that nurses play as frontline providers. Nous avons plus de 200 participants qui se joignent à nous en ce moment et ce webinaire est conçu pour améliorer la compréhension et souligner l'importance cruciale des soins de santé primaires. En particulier le rôle vital que jouent les infirmières en tant que prestataires de première ligne, défenseurs, en tant que leaders dans la prestation de soins équitables et accessibles. Que vous soyez un étudiant en danse, une infirmière en exercice ou un leader mondial des soins infirmiers. Cette session a pour but de vous inspirer et de vous soutenir dans votre contribution au renforcement du système de soins de santé primaire dans le monde. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'entendre nos conférenciers experts qui vous fourniront des informations précieuses sur plusieurs aspects essentiels des soins de santé primaire. Ils discuteront de l'évolution et de l'importance croissante des soins de santé primaire dans l'agenda de la santé mondiale. Santé. Les derniers rapports sur les soins de santé primaire d'ICNS explorent l'émergence et la contribution des infirmières de pratique avancée et abordent des sujets essentiels tels que sécurité et réadaptation des patients. Nous avons vu des établissements de soins de santé primaire, avant de commencer leur présentation. Les conférenciers parleront brièvement de la façon dont ils se sont d'abord impliqués dans le travail politique et vous donneront des conseils aux infirmières en début de carrière pour parler et faire leurs premiers pas dans l'engagement politique. Avant de plonger, permettez-moi de passer en revue quelques règles d'ordre administratif au cours du webinaire. Pour les commentaires et les salutations, veuillez utiliser le chat pour des questions sur le web aux panélistes, s'il vous plaît votre fonction Q&R. Si nous avons le temps après la présentation de l'orateur, conférencier, je poserai une question et le webinaire est également enregistré et sera disponible sur Compagnie Page Web après la séance. Pour l'interprétation, nous fournissons un service d'interprétation en anglais, espagnol et français. Veuillez sélectionner votre langue préférée à partir de l'icône d'interprétation dans la barre de fonctionnalités située sous l'écran principal. Et cette série de webinaires offrira une formation continue de 1,5 à l'ethnie, ajoutée à tous les participants. Ainsi, à la fin du webinaire, nous fournirons un lien vers une interview et un point de réponse à l'enquête. Complétez le sondage, vous recevrez votre certificat pour les crédits de formation continue. De plus, nous enverrons à tous les participants un email de suivi contenant le sondage et un lien vers l'enregistrement de la session. Alors maintenant, sans plus tarder, commençons. Et j'aimerais commencer par présenter nos premiers intervenants. Monsieur Howard Captain, qui est le PDG du Conseil international des infirmières. Et il prononcera un discours d'ouverture de ce webinaire. Howard, la chute est à toi. Merci, Oisan, merci beaucoup. Bonjour. Bon après-midi. Bonsoir à tous. Tous. Absolument ravi de vous avoir avec nous pour cela. Webinaire très important sur les soins de santé primaire. Je vous transmets les salutations de la présidente de l'ICM, le docteur Pamela Cipriano, et de l'ensemble du conseil d'administration de la compagnie au nom de plus de 130 associations nationales d'infirmières dans le monde. Comme l'a dit Théan, je m'appelle Howard Catherine. Je suis infirmier et je suis le PDG de compagnie. Et je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement le docteur Madrid Choba et notre infirmier en chef adjoint, Dave Stewart, qui a travaillé incroyablement dur sur le document de discussion sur la vision des soins de santé primaire que vous allez entendre. Aujourd'hui, nous avons un énoncé de position politique sur l'ICM. Gestion intégrée des soins de santé. Beaucoup plus en détail notre vision de l'avenir des soins de santé primaire et le rôle central des infirmières à cet égard. Nous sommes vraiment impatients d'entendre vos commentaires sur ce document, vos réflexions et vos réflexions également. Alors, s'il vous plaît, partagez ces pensées avec nous dans les prochains jours. We have heard spoken about for years.
Pour beaucoup d'entre nous, de passer à une approche de soins de santé primaire ressemble un peu à la maternité et à la tarte aux pommes. Et c'est quelque chose dont nous entendons parler depuis des années. Vous trouverez cela très difficile à croire, je sais, mais j'ai fait mes études d'infirmière dans les années 1980. Et on m'a enseigné à ce moment-là, m'a enseigné l'importance de la prévention et de la santé publique. Approche des soins de santé. Mais malgré les années qui ont passé depuis et les personnes qui m'ont précédé et qui ont fait leurs études d'infirmières avant moi, nous avons encore aujourd'hui très largement des systèmes de santé qui se concentrent sur la maladie, sur la mauvaise santé et un modèle médical sur la façon dont nous traitons la santé. Alors, qu'est-ce qui est différent maintenant? Essentiel pour nous de pousser encore plus fort en faveur d'une approche de soins de santé primaire si nous regardons autour du monde. Nous voyons également nos systèmes de santé sous une pression énorme, certains d'entre eux même. L'effondrement et l'augmentation des besoins en matière de soins de santé vieillissent. Super vieillissement comme je l'ai entendu décrire à de nombreuses reprises. En particulier de la part de collègues en Asie. Des systèmes de santé qui sont également sous pression économique et qui n'ont pas les moyens de répondre à tous les besoins actuels en matière de soins de santé. Une approche de soins de santé primaire nous semble donc à l'ICM. Ce n'est plus seulement une bonne chose d'avoir quelque chose qui serait un idéal, quelque chose que nous devrions viser. Cela va en fait être essentiel à soutenir nos systèmes de santé et veiller à ce que nous puissions fournir des soins de santé aux gens partout dans le monde. Et c'est ce qui est différent en ce moment à propos de l'importance des soins de santé primaires. Je suis sûr que vous avez probablement tous entendu parler du Dr Tedros qui parlait à maintes reprises de leur grande priorité pour la couverture sanitaire universelle, pour garantir que tous les peuples du monde aient accès à celle-ci. Les services de santé essentiels. Vous n'en avez peut-être pas entendu parler. Mais OMS dire aussi qu'il pense qu'il est possible d'atteindre des soins de santé universels. 90% de cela peut être fait par le biais des soins de santé primaires. Les soins de santé primaires que nous avons décrits ici sont la voie vers la couverture sanitaire universelle et nous sommes d'accord avec cela de compagnie. Mais si la voie vers la couverture sanitaire universelle passe par les soins de santé primaires, alors ce que nous disons aussi de compagnie. Infirmières. Mais quelle est la réalité actuelle en ce qui concerne les infirmières qui travaillent à l'extérieur des hôpitaux, dans la communauté ou dans le social? Contextes sociaux. Nous le savons très bien. Notre infirmière. Nos infirmières travaillent en milieu hospitalier. Nous savons que les étudiants parlent souvent de difficultés à obtenir des stages dans des milieux et des environnements non hospitaliers. Il est difficile d'avoir des parcours de carrière clairement définis pour les personnes qui veulent développer leur rôle en dehors d'un hôpital. Le cadre et le financement sont souvent limités et pas autant de ressources investies. Soins de santé non hospitaliers sont quelques-uns des défis auxquels nous sommes confrontés. Mais nous savons par les soins infirmiers et nous savons par compagnie que cela peut être fait. Si vous regardez les publications que compagnie a publiées au cours des dernières années sur des sujets tels que l'accès aux soins de santé, le droit à l'innovation en matière de soins de santé, pratiques infirmières, ils sont jonchés d'exemples de rôles infirmiers avancés et spécialisés qui offrent une approche préventive et intégrée des soins de santé primaire à la santé. On a beaucoup dans le monde entier et ils constituent une solution clé pour faire face à la demande croissante de soins de santé. Mais peut-être ne voyons-nous pas si souvent un système de santé qui place vraiment les soins de santé primaire au centre.
Et je veux vous donner aujourd'hui l'exemple d'un système de soins de santé primaire dans un pays que nous avons visité en tant que compagnie la semaine dernière. Le conseil d'administration de la compagnie a tenu sa réunion à Cuba, organisée par l'Association cubaine des soins infirmiers, qui a également accueilli une conférence des associations d'infirmières d'Amérique latine. Et pendant que nous étions là-bas, nous avons eu l'occasion de le faire. Visiter certains de leurs établissements de santé et au cœur de leur système de santé sont quelque chose qui s'appelle. Et je suis sûr que vous avez tous entendu parler des polycliniques. Un centre de santé communautaire qui offre une vaste gamme de services. Des soins d'urgence, du soutien aux personnes atteintes de MNT. Des vaccinations, des soins de santé mentale, des orbes et des gynales, et gynécologiques, de la santé infantile, de la prévention de la santé, de l'éducation à la santé soutenue par une équipe multidisciplinaire dont infirmières communautaires, les infirmières spécialisées, sont absolument au cœur de ces équipes, comprenant la majorité du personnel. Bien qu'elles travaillent bien sûr aux côtés d'autres professionnels de la santé, et qu'elles constituent le premier point de contact pour l'accès aux soins de santé au sein de leur communauté. Polyclinique s'ajoute aux médecins de famille. Il y a des cliniques de médecine de famille et les médecins de famille travaillent aux côtés des infirmières de famille. Mais c'est là que se trouvent les médecins de famille, des infirmières de famille et des cliniques de réflexion, que la grande majorité des gens accèdent à leurs soins de santé. Et je vais vous donner quelques chiffres importants juste pour renforcer ce à quoi ressemble le modèle. À Cuba, le nombre de polycliniques est supérieur au nombre d'hôpitaux. Il y a 465 polycliniques et 400 hôpitaux. Et c'est ce type de redistribution en termes d'établissements de santé qui est essentiel pour soutenir le passage à une approche de soins de santé primaire, ainsi qu'une éthique, un modèle de soins et un modèle de pratique, l'infrastructure et les ressources nécessaires. Soyez en place pour fournir. Cela est un autre fait pour vous. Cuba compte au total 73 000 infirmières diplômées. Sur ces 73 000 infirmières autorisées, 34 000 travaillent à l'extérieur du secteur hospitalier, travaillant les médecins de famille. Les cliniques d'infirmières familiales travaillent également dans les cliniques poly. Si vous pensez à votre système de santé et à l'endroit d'où vous venez, nous savons que le nombre d'infirmières travaillant en dehors des hôpitaux est souvent assez faible par rapport à la population totale d'infirmières à Cuba. C'est environ la moitié-moitié. Environ la moitié des infirmières qui travaillent dans des milieux communautaires dans des polycliniques, et environ l'autre moitié dans les hôpitaux également. Et il s'agit d'une politique délibérée soutenue par des ressources, par le politique, les décideurs dans leur pays et ils tiennent leurs promesses. Ils étaient très fiers de nous expliquer comment ils obtiennent des résultats en matière de santé en termes d'espérance de vie. En termes de taux de mortalité infantile et maternelle sont aussi bons ou parfois meilleurs que ceux des pays à revenus élevés qui ont encore un modèle médical très traditionnel et qui dépensent beaucoup plus. Sur leurs soins de santé, il n'y a donc qu'un exemple. Partager avec vous sur la façon dont les systèmes de santé peuvent changer et s'adapter pour fournir des soins de santé primaires et sur le fait que les infirmières sont infirmiers, et que les soins infirmiers sont absolument essentiels à tout cela. Nous devons investir davantage dans les rôles infirmiers. Nous devons investir dans les parcours professionnels. Nous devons investir dans l'éducation. Nous devons investir dans les placements. Je suis sûr que ce sont toutes des choses que vous allez aborder aujourd'hui et que nous voulons entendre de votre point de vue, mais dernier message pour moi. Il ne fait aucun doute que les soins de santé primaire sont notre espace en tant qu'infirmières et infirmiers, et que nous devons nous en approprier pour le bien de la santé des gens partout dans le monde. Merci beaucoup Joy Sham à toi. Merci, Howard. Je vous remercie de cette allocution d'ouverture très inspirante et percutante. Je me fais l'écho de ce que nous avons en ce qui concerne la publication de l'ICM.
prise de position et aussi comme les dernières publications sur les soins de santé primaire. Donc, pour les participants qui sont intéressés à en savoir plus, veuillez vous rendre sur notre site web compagnie.sage. Je vais maintenant passer au suivant. Le médecin de l'orateur Madrid Skerbe en tant que consultante internationale en soins de santé. Le Dr Schuber fournit des conseils au gouvernement, aux institutions universitaires et aux clients des cliniques de soins de santé. Elle possède une expertise en soins infirmiers de pratique avancée, en conception de politiques de soins de santé et en élaboration de programmes pour les soins infirmiers en sa qualité d'infirmière praticienne, d'éducatrice, de mentor, d'écrivaine, de lettres et de consultante. Elle préconise des soins perspicaces pour une population diversifiée, y compris une planification stratégique pour un meilleur accès aux services de santé pour tous. Elle est également co-auteure des compagnies dernières publications sur les soins infirmiers et les soins de santé primaire Towards the Realization of Couverture sanitaire universelle comme le Dr Scherber ne peut pas se joindre à nous aujourd'hui. Le Dr Scherber a préparé une présentation vidéo. Mon collègue va donc maintenant faire la présentation. Merci. Welcome to the ICN Nurse Policy Leaders in Primary and Preventative Healthcare webinar. My name is Madrine Schober. I am a nurse practitioner. Bienvenue au webinaire sur les politiques compagnies infirmières des leaders en soins de santé primaire et préventif. Je m'appelle Madrid Chobé. Je suis infirmière praticienne et aussi un consultant international en soins de santé. Diapositive suivante. I became involved in policy work as a new nurse practitioner. As a new nurse practitioner, I identified early on J'ai commencé à m'impliquer dans le travail politique en tant que nouvelle infirmière praticienne. En tant que nouvelle infirmière praticienne, j'ai identifié très tôt les restrictions à ma pratique clinique et le manque de soutien réglementaire pour un champ d'exercice optimal. En association avec mon organisation de soins infirmiers, ainsi que d'autres collègues infirmières et infirmières praticiennes. Nous avons rencontré des politiciens et des intervenants clés afin de prendre des mesures pour améliorer la situation et promouvoir des politiques efficaces. Constatant l'importance des infirmières et infirmiers dans l'influence des décisions politiques, j'ai continué d'influencer la prise de décision en matière de politique de santé, non seulement au pays, mais aussi à l'échelle internationale en tant que consultante en soins de santé à l'échelle mondiale. Ce que je peux vous dire si vous êtes au début de votre carrière d'infirmière et que vous souhaitez faire vos premiers pas en matière d'engagement politique. Il est très bon de reconnaître que trop souvent, les politiques qui ont une incidence sur les infirmières et la pratique infirmière sont élaborées par des personnes qui ont une connaissance limitée de notre pratique et de l'importance de la contribution des infirmières à la prestation des services de santé. Commencez votre parcours de politique de santé en exprimant qui vous êtes, ce que vous faites et votre contribution aux soins de santé. Une fois que vous êtes confiant dans l'explication de ce que vous faites, impliquez-vous et professionnalisez les organisations communautaires pour promouvoir et améliorer les soins de santé primaires et les politiques pertinentes. Diapositive suivante. Je vais maintenant aborder certaines choses importantes à prendre en compte dans le développement et l'importance des soins de santé primaire dans la diapositive suivante. Les soins de santé primaire sont une approche globale de la santé qui guide la prestation des services de santé tout au long de la vie dans tous les contextes de soins. Cette approche privilégie la création de conditions, améliorer la santé et le bien-être en mettant l'accent sur les soins et en plaçant les individus au centre de la prestation de tous les services de santé. De la promotion de la santé à la prévention des maladies, avec des soins de santé primaire complets. L'accent est mis sur les soins en dehors des hôpitaux et des établissements dans la mesure du possible. Les soins de santé primaire font partie intégrante de la réalisation de la couverture sanitaire universelle. La couverture sanitaire universelle vise à garantir à chacun des services de santé de qualité, quand et où ils en ont besoin sans aucune difficulté financière. Les soins de santé universels comprennent une gamme de services allant de la promotion de la santé au traitement, en passant par la réadaptation et les soins palliatifs.
Capacité de réalisation. L'université de la santé sera dépendante des soins de santé basés sur un travail, par rapport à la valeur, des soins de santé primaires et universels. Ces mots sont souvent interchangés, mais il y a une différence nuancée dans ce qu'ils signifient. Soins primaires, souvent considérés comme le premier soin primaire premier. Professionnel, la personne internationale pour une préoccupation ou fait une référence. En revanche, les soins de santé primaire offrent une perspective globale plus large de services de santé accessibles et coordonnés. Diapositive suivante. Les soins de santé primaire ont le potentiel d'améliorer les soins de santé à tous les niveaux socio-économiques. Capables d'améliorer les soins centrés sur les personnes et de construire un système de santé plus efficace en s'éloignant d'une focalisation sur la maladie et la condition qui met l'accent sur des résultats variables basés sur une approche de guérison. Les infirmières sont souvent les plus proches des gens et comprennent les besoins de la communauté. Ainsi, nous pouvons contribuer à façonner les objectifs des soins de santé primaires. Le personnel infirmier, les infirmières autorisées et les infirmières en pratique avancée. Ne peut pas les soins de santé primaire à distance en améliorant l'accessibilité aux services de santé, en améliorant la promotion de la santé, en améliorant la prévention des maladies sur la base de la coopération et de la collaboration orale croisée. Soins de santé primaire peuvent améliorer les résultats en matière de santé et la réactivité du système de santé. S'éloigner de soins fragmentés et inaccessibles. C'est très bien. Factors to consider when developing the primary health care workforce include availability. Les principaux facteurs à prendre en compte lors de la formation de la main-d'œuvre en soins de santé primaire comprennent la disponibilité. Y a-t-il des professionnels de la main-d'œuvre qui ont des qualifications appropriées et compétentes pour fournir des soins de santé primaire? Fournis. Y a-t-il des professionnels de la main-d'œuvre qui ont les qualifications appropriées et compétentes pour fournir des soins de santé primaire? With primary health care, there is hope for equitable distribution of health Quand la santé primaire avec les soins de santé primaire. Where people live and require care. This requires more outreach and will be a challenge as most systems. Il y a de l'espoir pour une répartition équitable des professionnels de la santé dans les endroits où les gens vivent et ont besoin de soins. Cela nécessite plus de sensibilisation et sera un défi comme la plupart des systèmes. Continuer d'être fondé sur un modèle de maladie qui exige que les patients s'adressent aux fournisseurs de soins de santé dans le cadre d'un modèle fondé sur les soins primaires. Du point de vue des consommateurs et du public. Il est probablement nécessaire de voir les professionnels de la santé potentiels comme acceptables dans le personnel de santé primaire. Les professionnels de la santé doivent être en mesure de prodiguer des soins. En fonction de la diversité de la population, les professionnels de la santé doivent être formés et développer une vision qui valorise les soins de santé primaire. Encore une fois, cela fait défaut, et il n'y en a aucun de nos programmes éducatifs aujourd'hui. Et enfin, bien sûr, nous voulons des professionnels de la santé de qualité. Et les professionnels de la santé doivent donc répondre à une norme professionnelle favorable aux soins de santé primaire. Pour y parvenir, il faut diverses initiatives politiques. Les infirmières doivent faire preuve d'un leadership actif et élaborer de nouvelles propositions et des politiques de soutien. Ligne suivante. La vision traditionnelle des soins infirmiers doit être élargie au-delà du rôle de soutien auxiliaire pour être un lieu où elles sont reconnues comme centrales. Des professionnels essentiels qui mènent la charge et délivrent une compréhension efficace. Nurse-led clinics and nurse-led services.
Les soins actifs, coordinated par exemple, vaccine les infirmières en programs, pratique avancée, and les preventative praticiens, les healthcare cliniques de models. l'aide infirmière et les This services will likely infirmiers. require increased community involvement to enhance Coordonner les programmes de vaccination et les modèles de soins de santé préventifs. Cela nécessitera probablement une participation accrue de la communauté pour s'améliorer. Options de soins pour des populations diversifiées. Diapositive suivante. First-line interventions include care coordination, such as with nurse navigators, care Les interventions à proximité comprennent les soins nation, comme avec l'infirmière navigatrice. facilitate the continuity of care across healthcare specialties and sectors. Care Coordonnateur de coordinators soins. provide an approach in which individuals Gestionnaire de cas et planificateur de soins pour faciliter la continuité des soins dans toutes les spécialités et tous les secteurs de la santé. De santé. Les coordonnateurs de soins offrent une approche dans laquelle les personnes sont prises en charge par une équipe multidisciplinaire intégrée. Les personnes qui ne font pas partie du système de santé, comme les infirmières praticiennes, sont en mesure de fournir la gamme de services nécessaires. De l'évaluation d'une préoccupation au diagnostic et à la gestion d'un plan de soins, compris la prévention et la gestion des maladies. Et surtout, les infirmières sont préparées et capables de fournir des communications pour aider les populations à prendre des décisions en matière de soins de santé. Diapositive suivante. Les soins de santé primaire ont traditionnellement été fournis par des médecins, souvent appelés GPS, médecins généralistes, qui fournissent une large gamme de services et servent souvent de premier point de contact pour les soins de santé. Comme dans le modèle des soins primaires, ce modèle devient de plus en plus difficile en raison de l'augmentation de la demande et de la pénurie de soins de santé. Dans le nombre de médecins qui choisissent les soins primaires comme option de carrière. Les infirmières en pratique avancée, en particulier les infirmières praticiennes, sont formées pour diagnostiquer et traiter les individus, y compris la prescription de médicaments. Mais elles sont formées dans un modèle de soins différent de celui des médecins en fonction d'une orientation différente dans leur programme de formation. Au départ, les soins infirmiers mettent l'accent sur les principes de soins fondés sur les soins qui comprennent la littératie en santé, la promotion de la santé et la prévention des maladies. Puis les programmes d'éducation, les progrès vers la gestion des maladies et la spécialisation. Le concept d'infirmière en pratique avancée offre des possibilités de développement de carrière en soins infirmiers et d'autonomie accrue dans la pratique infirmière. Les infirmières en pratique avancée ont un rôle essentiel à jouer pour répondre à la demande croissante de soins opportuns, sur le patient de haute qualité et en temps opportun qui accorde de la valeur aux soins de santé primaire. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Nous pouvons parler. Nous pouvons écouter, mais nous devons aussi penser à l'action et à tout document compagnie. Document PAY 2024 sur les soins de santé primaire. ISAM fournit des recommandations d'action. Tout d'abord, nous devons mettre en place une coordination des soins par des infirmières. De nombreux pays commencent déjà à le faire, mais nous devons le faire davantage. Nous devons adopter une approche centrée sur le patient pour fournir des soins basés sur la douleur. Nous devons planifier stratégiquement le développement et la mise en œuvre de modèles qui incluent des infirmières en pratique avancée et des infirmières praticiennes. Nous devons nous engager à accroître le nombre d'infirmières dans le personnel des soins de santé primaire et, pour ce faire, nous avons besoin d'éducation, axée sur les soins de santé primaire, d'un financement pour cette formation et de l'établissement d'une norme professionnelle. Et nous devons nous attaquer aux obstacles organisationnels et culturels, à la valorisation des soins de santé primaire. Next slide, please. Le fondement de tout cela est un soutien solide pour que les infirmières et infirmiers travaillent à leur plein potentiel. Diapositive suivante, s'il vous plaît.
Primary healthcare is still undervalued, lacking Discutant de la supportive réforme des soins de policies, santé et adequate s'intéressant au planning, renforcement des funding. soins de santé primaires dans le but Primary d'améliorer les soins healthcare de is santé the universels. cornerstone of a Cependant, sustainable les soins de santé healthcare primaires system. sont encore sous-évalués, faute de soutien des In politiques today's de environment, planification there adéquate. continues Le to be financement an des soins de intensive santé focus primaire est on la pierre angulaire d'un hospital-based système de care. santé For durable. example, physicians and nurses continue to be educated in an Dans le illness contexte model. actuel, on As a continue de mettre result, l'accent sur les soins hospitaliers, populations continue de faire requiring l'objet d'une routine attention and considérable. continuous Par care exemple, do not les receive médecins et les adequate infirmières continuent attention, d'être formés dans un modèle de resulting maladie. in Par delayed conséquent, les diagnosis, populations nécessitant des referred soins or missed réguliers et care. continus ne reçoivent pas une Next attention slide. adéquate, entraînant un diagnostic tardif, une préférence ou une mauvaise attention. As nurses Diapositive and suivante. leaders, En tant qu'infirmière et dirigeante. I think we have some issue with the video. So thank you, Dr. Sherber. And transformation organized around Je multidisciplinary pense que and nous avons un coordinated problème avec la care vidéo. with a focus on health and wellness. This can be achieved Alors through merci not only Dr Sherba et placing organisé a autour de value on primary pluridisciplinaire health et care, coordonné ici but avec also l'accent sur la santé et investing le in the bien-être. Je nursing pense que nous avons un workforce. problème avec la vidéo. To accomplish this, La valeur aux we soins de must santé primaire, increase mais the aussi en voice of investissant dans le nurses in personnel policy infirmier. development and decision making. Next Pour ce slide, please. faire, nous devons accroître la voie de More detail l'élaboration des and politiques et de la prise de décision en matière de soins much infirmiers. longer Diapositive discussion suivante, of s'il vous plaît. this topic, I refer you to the ICN paper on nursing and primary health Je vous care renvoie à towards plus the de détails et à realization une of discussion university health beaucoup plus longue sur coverage. ce sujet. Next slide. Je vous renvoie aux compagnies Thank you very documents much sur les for soins your attention, infirmiers et les and soins I de wish santé you all primaire the type de best for your réalisation. future in primary Couverture de health santé care. universitaire. Diapositive suivante. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite le meilleur pour votre avenir et vos soins de santé primaire. Merci, Dr Sherba. Et merci pour votre présentation sur le résumé des messages clés du rapport en mettant l'accent sur le rôle des infirmières dans les soins de santé primaire. Et désolé pour les difficultés techniques. Je pense que nous avons fait une pause pendant la présentation, mais ça s'est bien passé. Permettez-moi donc de passer à l'orateur suivant. Notre prochain intervenant est So-Young Park. So-Young est étudiante en 4e année d'études en soins infirmiers à l'Université Career en Corée du Sud, University South Korea, et elle possède une vaste expérience de la recherche de premier cycle. Son travail se concentre principalement sur le développement d'une intervention d'autogestion pour les maladies chroniques. Elle crée actuellement un programme d'autogestion mobile pour les lombalgies, en utilisant le modèle biopsychosocial intégrant l'apprentissage automatique et les technologies d'IA génératives. So-Yu est également passionnée par la politique infirmière et elle essaierait d'accroître la reconnaissance des soins infirmiers en Corée du Sud. En tant que représentante étudiante du groupe Compagnie Dolphin, elle contribue à moderniser les définitions fondamentales de la profession infirmière. Je vous remercie, si jeune, de vous joindre à ce groupe de témoins, et vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Sam Park et je suis actuellement étudiant en hockey et en sciences infirmières à l'université. Un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui en tant que représentant du NSSG pour partager compagnie point de vue étudiant sur les soins de santé primaire. Dans cette présentation, j'aimerais aborder 3 points clés. Tout d'abord, quel est le niveau actuel d'intérêt des étudiants pour le doctorat et la deuxième place? Et quels facteurs implicites et deuxièmement, pourquoi est-il essentiel pour les étudiants de s'engager avec PIS-PHC et de comprendre son importance? Et enfin, comment pouvez-vous encourager de meilleurs élèves dans ce domaine? La première question concerne les étudiants intéressés par le doctorat et je pense, comme beaucoup d'entre vous peuvent s'y attendre, que la réponse est non. De mon point de vue, ce manque d'intérêt est en grande partie dû à un problème primordial qui est une compréhension limitée des soins de santé primaire. Cette compréhension limitée peut être décomposée en 2 aspects clés, un manque de connaissances et un manque de conscience. La première, un manque de connaissances, découle du programme d'études en sciences infirmières lui-même et mon université en Corée. Mon doctorat dans le monde de la miséricorde et les déversements sont brièvement présentés dans un cours appelé Soins infirmiers de santé communautaire. Cependant,
Le temps alloué à ces sujets est minime et le contenu de la prochaine étape est naturellement limité. L'exposition empêche les étudiants de développer une solide compréhension du doctorat et de sa signification. Le deuxième aspect, le manque de sensibilisation, est une conséquence directe de cette connaissance insuffisante et de la manière dont la formation clinique est structurée. Par exemple, elle obtient son diplôme. Je dois effectuer 1000 heures de stage clinique. Et la plupart de ces heures sont passées dans des hôpitaux tertiaires tels que la forêt, les unités de soins intensifs et les salles d'urgence, où les étudiants constatent de première main la nature critique des soins aigus en contraste. Seulement environ 150 heures sont consacrées aux soins primaires et structurés. Combinaison d'une formation théorique limitée et d'une exposition clinique inadéquate conduit à une idée fausse. Chez les étudiants, ce doctorat n'est peut-être pas aussi important que les soins actifs. Cela nous amène à la deuxième question. Que doivent comprendre les étudiants du doctorat et de ses auteurs? Universel. Fondé sur le principe selon lequel toute personne a le droit d'atteindre le meilleur état de santé possible, avec le vieillissement de la population et la prévalence croissante des maladies chroniques, il est de plus en plus nécessaire de passer des soins standards les plus occupés aux soins centrés sur le patient. Et à l'avenir, à mesure que les étudiants en soins infirmiers deviendront des infirmières expérimentées, la demande de postes d'infirmières dans les soins de santé primaire ne fera qu'augmenter. En raison des défis étrangers d'une société vieillissante et de la gestion des maladies chroniques dans ce contexte, je crois que les infirmières royales, en tant que coordinatrices de soins au sein d'équipes pluridisciplinaires, deviennent de plus en plus vitales car les infirmières jouent un rôle essentiel dans la garantie de soins holistiques. Comment puis-je encourager les étudiants à s'impliquer davantage dans le doctorat? J'ai proposé 2 stratégies clés. Tout d'abord, premièrement, nous avons besoin d'amélioration dans le programme d'études en soins infirmiers, du point de vue de l'étudiant. Le programme d'études et la formation clinique servent de menus principaux auxquels les soins infirmiers et le rôle des infirmières sont beaux. De beaux sujets qui ne sont pas couverts en profondeur dans le programme peuvent être perçus comme moins importants, quelle que soit leur importance réelle. Cela pourrait mener à croire à tort que le doctorat n'est peut-être pas aussi important que les cas aigus, en intégrant plus profondément le doctorat dans les cours magistraux et les rotations cliniques. Nous pouvons nous assurer que les étudiants comprennent son rôle essentiel dans les soins de santé. Deuxièmement, étudiants et les infirmières en début de carrière envisagent leur cheminement de carrière. Ils se tournent souvent vers des modèles de rôle accessibles pour obtenir des conseils. Guider. Ainsi, le fait d'avoir plus d'infirmières expérimentées activement engagées dans les soins de santé primaire et de promouvoir efficacement leur travail peut inspirer les étudiants à voir comment ils peuvent construire une carrière enrichissante dans ce domaine. La mise en évidence de ces exemples aidera les étudiants à envisager leur croissance et leur impact potentiel en tant qu'infirmières et titulaires d'un doctorat. Ceci conclut ma présentation et merci de m'avoir écouté. Merci. Soil pour votre présentation et merci de fournir le point de vue des étudiants sur les soins de santé primaire. Et c'est pourquoi nous avons mis en place ce webinaire aujourd'hui, parce que nous voulons vraiment avoir le point de vue différent des infirmières en début de carrière, des étudiantes infirmières, des infirmières qui travaillent des années dans les établissements de soins de santé primaire pour partager l'expérience, et de donner un aperçu de la façon dont nous pouvons faire progresser les soins de santé primaire en tant que profession. Je vais maintenant passer à notre prochain intervenant. Notre prochaine conférencière est le Dr Sandra Davis. In addition, Dr. Davis chair the International Et le Council. Dr Davis est le directeur en chef adjoint de l'Institut des déterminants sociaux de la santé et du changement social de l'Université Walton. Collège de soins infirmiers de l'Université Walton. De plus, le Dr Davis préside le comité consultatif d'experts du Conseil international de l'éducation des infirmières, où elle apporte ses connaissances et son expérience à l'élargissement. Engagement envers la qualité et l'équité dans la formation infirmière dans le monde. Dr Davis co-auteur. Le livre Fast Fact sur la diversité, l'équité et l'inclusion en soins infirmiers. Renforcement des compétences pour une pratique antiraciste qui a reçu le prix du livre de l'année 2022 de la AM. Elle a récemment coédité le livre Nursing Leader. Prosperity Health. S'attaquer aux déterminants sociaux et structurels de la santé. Le Dr Davis va donc parler des soins de santé primaire, mais du point de vue de l'infirmière enseignante. Alors maintenant, la parole est à votre Sandra. Merci de vous joindre à nous. Merci beaucoup, Ozen. Je suis ravi d'être ici avec vous ce matin. Pouvez-vous voir la diapositive que je partage? Merci. Ok, parfait.
Oui. Donc, comme l'a dit Toshin, je le suis. Je suis juste honoré et ravi d'être le président de la. National League for Nursing to prioritize the education of nurses worldwide. Now, the aim of the Compagnie Comité consultatif d'experts en éducation et ce comité est un partenariat stratégique qui a été formé par moi-même, en collaboration avec Compagnie et la National League for Nursing pour donner la priorité à la formation des infirmières dans le monde entier. Aujourd'hui, l'objectif du comité Compagnie sur l'efficacité énergétique est de promouvoir la formation des infirmières dans le monde entier, et veiller à ce que la main-d'œuvre infirmière de demain est prête à relever tous les défis qui l'attendent. Maintenant, j'aimerais partager une histoire avec vous. Ce fut vraiment un moment déterminant pour moi en tant qu'infirmière enseignante et cela vraiment. Vraiment cristalliser ce que je devais faire pour aider mes étudiants à comprendre l'intégralité de leur rôle en tant que fournisseur de soins de santé primaire. J'avais une conversation avec un collègue et nous parlions du document, du rapport, de la santé et de toutes les politiques et elle a dit qu'elle a dit que toute politique est une politique de santé. Et quand elle a dit cela, j'ai réalisé que dans la formation des sciences infirmières, nous définissons souvent les déterminants sociaux de la santé comme les conditions dans lesquelles les gens sont, grandissent, vivent, vieillissent, travaillent et se divertissent. À l'heure actuelle, bien que cette description reflète les forces sociales très puissantes qui représentent environ 70 à 90%, en ce qui concerne la santé et les résultats en matière de santé, est incomplète. Il y a une deuxième partie de cette définition qui est souvent omise ou qui n'est pas discutée. Et la deuxième partie de la définition comprend l'ensemble plus large de forces et de systèmes qui façonnent les conditions de la vie quotidienne. Donc dans l'ensemble, n'est-ce pas, les déterminants sociaux de la santé sont vraiment les déterminants sociaux et structurels. Il s'agit donc des conditions dans lesquelles les gens vivent, travaillent et se divertissent. Puis de cet ensemble plus large de forces et de systèmes qui façonnent les conditions de la vie quotidienne. Et donc c'est important pour moi. Pour vraiment aider mes étudiants en soins primaires liés à ces facteurs en amont, n'est-ce pas? Liés aux politiques économiques, aux politiques sociales, au système politique. Toutes ces choses qui sont vraiment vraiment importantes et tous ces facteurs en amont qui influencent et impactent le travail qu'ils font dans les communautés, avec les familles et avec les communautés. Je tiens donc à souligner que dans le domaine des soins de santé primaire, nous devons vraiment le faire. Penser à développer une compétence structurelle et c'est vraiment avoir la capacité. Reconnaître que la santé et les résultats en matière de santé sont les effets en aval de ces effets sociaux, politiques et économiques plus larges. Il s'agit donc de comprendre l'ensemble de ce que nous faisons dans les soins primaires, à la fois du point de vue de l'aval, mais aussi du point de vue très important en amont. Car c'est vraiment ce qui va mener à ce que nous voyons dans les soins primaires. En fait, ces inégalités que nous, en tant qu'infirmières, pouvons transformer. Et nous pouvons le faire en comprenant l'ensemble de ce que nous faisons dans les soins primaires. Cela comprend à la fois les facteurs en amont de la reconnaissance des influences économiques et politiques sur notre pratique et ce que nous voyons dans nos communautés. Et le fait d'être là avec nos familles et nos communautés, pour promouvoir. Thank you, Sandra. Thank you for your presentation. Santé et bien-être. Merci beaucoup et je suis ravi d'avoir l'occasion d'être parmi vous et de partager ce point de vue sur les soins primaires. Merci, Sandra. Merci pour votre présentation et merci de nous avoir fourni des likes. Une perspective plus approfondie, comme du point de vue d'un éducateur. Et aussi merci de saisir le rôle essentiel de la formation infirmière dans les soins de santé primaire. Merci beaucoup.
Et maintenant, sans plus tarder, je vais passer à nos prochaines intervenantes, le Dr Karen Moore. Karen est une infirmière praticienne certifiée Géo Adult Duo pour adultes et familles. Une infirmière consultante mondiale certifiée. Également compagnie EMP et du réseau APN pour le groupe de pilotage secrétaire. Du réseau APN, compagnie Global Nursing Leadership Institute Anomaly. Les spécialistes américains de Fulbright et les coordinateurs de le directeur du Aide de la santé mondiale et planétaire et professeur dans le programme d'études supérieures de la Truly Bush Valentine School of Nursing de l'Université de Saint-Louis. Sa pratique et ses intérêts de recherche comprennent la santé mondiale, les maladies infectieuses, les soins de santé et la diversité des équités, au travail et environnemental, ainsi que les communautés à faibles ressources et la promotion de la santé. Le Dr Moore est membre de l'American Academy of et membre de l'American Association of Nurse Petitionnés. Nous sommes donc très privilégiés de vous avoir parmi nous dans ce groupe de témoins. Et maintenant, groupe de témoins, Karen. Et maintenant, je vais vous céder la parole pour parler davantage du parcours de l'APN chez les infirmières en pratique avancée en soins de santé primaire. Merci de vous joindre à nous. Merci beaucoup, Arshan. Permettez-moi de partager mes diapositives ici très rapidement. Ne vous inquiétez pas, il y a un certain nombre de diapositives, mais je parle rapidement, donc il y a 2 ou 3 choses dont il faut vraiment être conscient. Lorsque nous pensons aux infirmières en pratique avancée en soins primaires, il est important de noter que nous commençons tous d'abord en tant qu'infirmière. D'abord, je suis infirmière depuis plus de 30 ans. Ma carrière d'infirmière s'est essentiellement déroulée en oncologie, en médecine aiguë et en maladies infectieuses, toutes des soins tertiaires. Puis, je suis passé aux soins infirmiers de pratique avancée il y a environ 25 ans et j'ai travaillé dans divers milieux, y compris les soins primaires. Je suis également dans le secteur de l'éducation et je travaille avec le compagnie et avec des collègues du monde entier. Une façon de penser aux soins primaires et à l'impact que l'APN peut avoir et que vous, en tant qu'étudiants APN et nouvelles personnes de carrière, pouvez avoir dans le développement des APN, est que lorsque vous pensez aux politiques, cela commence vraiment par un patient. Cela commence par les soins aux patients. Il faut d'abord cerner les problèmes que vous voyez sur le terrain dans vos communautés, puis vous passez à la défense des droits. Lorsque j'ai commencé en tant qu'infirmière sur le terrain, certains des premiers patients atteints du VIH dans ma région j'étais à mon étage et j'ai commencé à m'occuper d'eux ainsi que des patients en oncologie qui prenaient des décisions de fin de vie et des décisions éthiques concernant leurs soins. Cela m'a rapidement appris qu'il ne suffisait pas de fournir de bons soins, mais qu'il fallait aller plus loin et vraiment défendre les intérêts de ces patients. Et de ce qui était le mieux pour eux. Il fallait aussi vraiment s'engager dans l'élaboration des politiques, car la défense des intérêts peut se faire uniquement au niveau de votre établissement, mais elle va souvent au-delà, à vraiment regarder les gens qui font les lois, qui mettent en place les règlements, qui fournissent la source du payeur. Tout cela fait partie de l'engagement politique. Lorsque vous pensez au développement des compétences en matière de politique, on se retrouve généralement à identifier les problèmes qui ont une incidence sur les patients. Puis on commence à réseauter avec des problèmes ou des organisations locales. Qu'il s'agisse de votre organisation locale d'IPA, de vos conseils locaux de soins infirmiers, vous élargissez cela au réseautage et à l'engagement à l'échelle nationale. Au fur et à mesure que vous vous impliquez, vous commencez à voir qu'il y a des points communs au pays. Ce n'est pas nécessairement ma région. C'est vraiment un problème plus important. Et puis, lorsque j'ai commencé à collaborer avec le compagnie, toutes les façons dont les questions de soins primaires et de prestation des soins de santé ont un impact à l'échelle mondiale. Quand j'ai réalisé cela, j'avais besoin d'une aide supplémentaire pour vraiment affiner ses compétences en matière d'engagement politique. J'étais heureuse d'avoir été sélectionnée pour aller à l'Institut mondial de leadership en soins infirmiers compagnie, ce qui était merveilleux. L'expérience et l'enseignement de la façon de vraiment engager les politiques et d'impliquer les décideurs. Je pense qu'il est important de commencer par ce qu'est une infirmière en pratique avancée. Certains d'entre vous ont peut-être cette conscience et peuvent avoir la conscience de ce que c'est dans votre pays et d'autres non. Une infirmière en pratique avancée est, selon le contexte compagnie mis en avant en 2020, c'est une infirmière généraliste ou spécialisée. Ils doivent avoir au moins une maîtrise et avoir des compétences cliniques pour la pratique infirmière avancée, une base de connaissances spécialisée, une prise de décision complexe. Et les caractéristiques de cet APN vont être façonnées par le contexte dans lequel ils sont accrédités pour l'exercer. C'est culturellement significatif, ce qui signifie que les PNS d'un pays ne ressemblent pas exactement à les PNS d'un autre pays, mais ils ont un cadre qui les relie et les unit.
L'infirmière clinicienne spécialisée et l'infirmière praticienne sont les rôles les plus courants de l'IPA. Les piliers du rôle de l'APN sont l'éducation. Tout comme mon précédent présentateur l'a dit, la pratique, une pratique solide et les intérêts en matière de politique ou de réglementation. Lorsque nous pensons à l'histoire de l'APNS, il est important de noter qu'elle a commencé dans les années 40, 50 et 60. En fait, le premier programme d'infirmière praticienne a été mis sur pied en pédiatrie de soins primaires dans le but d'étendre les services de soins de santé primaire au sein de la communauté aux enfants et à leurs familles qui ne sont pas pris en charge. Je pense que ce n'est pas négligeable en raison de la façon dont le rôle s'est développé et de la capacité des députés à avoir un impact sur n'importe quel FP. Vous pouvez voir qu'il a continué à se propager dans le monde entier, avec l'arrivée de divers pays, en les développant dans toute l'Europe, l'Asie, l'Afrique et même les Caraïbes. Et je pense qu'il est important de noter qu'il continue de se développer. Le rôle APN n'est donc pas terminé. Le développement de l'APN n'est pas terminé. C'est quelque chose qui continue d'avancer. Et les APN ont la capacité et les capacités d'avoir un impact sur les soins de santé primaire et de fournir aux communautés de meilleurs soins. Le réseau Aide APN existe afin de fournir des ressources internationales pour les pays ACP. NS et de fournir des informations sur les ressources pour ceux qui sont intéressés par les rôles APN. Cela comprend donc les décideurs, les éducateurs, les organismes de réglementation et les chercheurs. Nous voulons nous assurer que nous pouvons fournir des informations en temps opportun. Forum de partage, qui je pense est vraiment l'un des gros atouts, c'est ça. Le réseau APN est composé de représentants du monde entier et nous existons pour soutenir les APNS qui viennent de se développer dans des pays qui développent le rôle d'APN. Nous sommes divisés en sous-groupes. Voici une petite photo de notre dernière conférence qui s'est tenue à Aberdeen, en Écosse, l'année dernière. Nous nous concentrons sur la recherche, l'éducation, les politiques, les initiatives, la pratique et nous avons également un sous-groupe d'étudiants. Les membres viennent de 141 pays, ce qui est merveilleux, et nous essayons d'équilibrer les membres de chacun des sous-groupes, en n'ayant pas plus de 2 membres de n'importe quel pays, de sorte que nous entendons vraiment la voix de nos collègues mondiaux. Le sous-groupe des étudiants est ouvert à tous. C'est merveilleux. Il permet la collaboration, vous donne la possibilité de soumettre des résumés et de vous exposer aux concepts mondiaux et à la prestation de soins de santé. Je sais que j'ai vu certains d'entre vous lors de l'appel qui ont commencé dans notre sous-groupe d'étudiants. J'ai remarqué certains de vos noms et c'est bon de vous revoir. L'API, la Nouvelle-Écosse et les soins de santé primaire. Encore une fois, il s'est développé à l'origine dans les soins primaires et s'est développé. Mais dans certains pays, le rôle des soins primaires n'est pas aussi bien développé en raison des sources généralement payables. Il s'agit donc d'une grande question politique qui doit être abordée pour obtenir un accès complet aux soins de santé primaire pour nos patients et nos populations. On m'a demandé de fournir quelques vignettes de ce à quoi pourraient ressembler les APN et les soins de santé primaire. Alors j'ai choisi les États-Unis et l'Irlande parce qu'il y a des initiatives intéressantes et que cela vous donne des idées sur ce à quoi peut ressembler l'impact des soins primaires et de l'APNS sur les soins primaires. Aux États-Unis, nous avons des soins primaires et actifs ZS. Nous avons des infirmières cliniciennes spécialisées, des infirmières anesthésistes certifiées et des infirmières sages-femmes certifiées. Tous ont au moins une maîtrise. Beaucoup ont un doctorat. La certification se fait par le biais d'un examen national et l'enregistrement se fait dans chaque État. Cela signifie donc qu'il y a un travail politique qui doit être fait au niveau de chaque État. Il y a plus de 385 000 infirmières praticiennes aux États-Unis, dont 87% en soins primaires. Ainsi, ce que l'APNS peut faire dans une communauté a un impact énorme. Il a un impact énorme et fait partie du fournisseur de soins primaires à la croissance la plus rapide aux États-Unis, avec près d'1 milliard de visites de patients par an. C'est 1 milliard de visites de patients qui n'auraient pas eu lieu sans les infirmières praticiennes. C'est énorme. Le pouvoir prescriptif est disponible dans les 50 États. Ces infirmières praticiennes prescrivent, diagnostiquent, traitent, beaucoup sont totalement indépendantes. Et c'est une pratique totalement indépendante. Plus de la moitié de nos États permettent aux infirmières praticiennes d'ouvrir leur propre clinique. Les compagnies d'assurance acceptent le paiement et fournissent des soins et les admettent à l'hôpital si nécessaire. 3 patients sur 4 sont en faveur d'une législation accrue pour un meilleur accès aux soins de aide, de 50 à 60 ans. Et l'Irlande est un paysage légèrement différent. L'Irlande l'a encore fait.
Le Conseil irlandais des sages-femmes en soins infirmiers enregistre les infirmières en pratique avancée. Ils disposent d'un cadre d'enregistrement bien développé. Ils ont une réglementation bien élaborée. Leur niveau d'éducation doit avoir au moins une maîtrise en soins infirmiers. Comme dans la partie théorique. Mais les éléments de soins primaires sont souvent un peu freinés par les politiques et les problèmes de paiement liés aux sites cliniques. L'un des défis est donc le financement de l'AP, de la NS et des soins primaires. Il y a un grand besoin d'augmenter le nombre de médecins généralistes. Mais à ce jour, il y a environ 800 AP-NS. Avec seulement environ 20 d'entre eux en médecine générale, donc c'est important à faire. Les soins à la coriandre étaient une politique de soins de santé visant à essayer de fournir les bons soins au bon endroit et au bon moment. Ce qui était une initiative de l'Irlande. Et bien que cela ait fait quelques progrès, il y a toujours une pénurie importante de médecins généralistes. Encore une fois, les problèmes de paye doivent être résolus. Mais cela ne signifie pas qu'une seule personne ne peut pas avoir d'impact. Et une personne que j'ai rencontrée lorsque j'ai passé du temps en Irlande, et qui est une merveilleuse infirmière praticienne, elle s'appelle Karen McGowan. Elle dirige la Société irlandaise de la ménopause. Elle est très active dans un projet de santé des femmes et a en fait lancé une clinique de saignement post-ménopausique qui a très bien réussi à raccourcir le temps de soins pour les femmes qui éprouvent ces symptômes troublants. Extrêmement percutant. Il s'agit donc de soins ambulatoires, type d'intervention, mais il s'agit en fait de fournir un service primaire aux patients. Elle a également lancé un autre projet appelé le Ladies Lounge, qui offre un espace sûr pour discuter des problèmes de santé des femmes. Il propose des offres éducatives sur la prévention, les soins primaires et les dépistages, ainsi que d'autres sujets d'intérêt et, encore une fois, c'est un exemple de la façon dont un fournisseur peut faire quelque chose d'innovant, peut collaborer avec d'autres dans son domaine, peut vraiment faire avancer les soins de santé. Et je pense que c'est un bon modèle. Ce n'est pas parce que vous êtes peu nombreux dans votre pays que vous ne pouvez pas avoir un impact considérable. Et en tant qu'étudiant, lorsque vous examinez l'impact de vos capacités, vous devez commencer à penser de cette façon, n'est-ce pas? Nous avons la capacité de fournir des soins aux patients exactement là où ils se trouvent. Nous avons la capacité d'étendre la couverture et les soins à un plus grand nombre de personnes et de communautés, d'améliorer la santé globale des populations et d'avoir un impact sur les résultats de santé, améliorant principalement la gestion des maladies chroniques et c'est vraiment énorme. C'est le diabète, c'est l'hypertension. Ce sont les choses où nous pouvons avoir un grand impact et quand vous pensez à vous et personnellement. J'aime toujours finir par y penser personnellement. Pour s'impliquer, il faut vraiment se connecter avec les organisations APN locales. Cela peut commencer même lorsque vous êtes étudiant. Pensez donc aux questions politiques qui ont un impact sur les soins. Pensez aux choses que vous voyez dans vos cliniques lorsque vous les parcourez et contactez des experts dans votre domaine d'intérêt. S'il y a quelqu'un ici lors de cette session, ou si vous lisez à son sujet ou si vous entendez parler d'eux et que vous pensez qu'il a vraiment quelque chose que je pourrais apprendre. En les contactant, la plupart des gens sont très heureux de communiquer avec quelqu'un qui les intéresse et qui va faire avancer les choses. Il est également important d'apprendre à interagir avec les décideurs politiques et les législateurs. Ce sont des gens qui prennent les décisions qui ont une incidence directe sur les soins de nos patients, par le biais de paiement et de questions d'enregistrement. Engagez-vous avec les réseaux compagnies, assistez à des conférences, participez à des sessions éducatives. Nous avons le congrès de compagnie qui arrive et il aura lieu à Helsinki, en Finlande, l'été prochain. Nous avons la conférence APN, la prochaine, la dernière était à Aberdeen. Le prochain aura lieu à Nashville, aux États-Unis. Il est donc certain qu'il faut interagir de cette manière. Examinez les séances éducatives locales, les sessions éducatives nationales, et recherchez des opportunités de formation supplémentaires sur les politiques et le plaidoyer. J'espère que cela vous a été utile et je pense vraiment que vous avez la capacité d'influencer les soins et que vous avez la capacité, peu importe où vous en êtes dans n'importe quelle étape de votre carrière, de faire avancer les choses. Alors merci de m'avoir donné l'opportunité. Merci, Karen, merci de votre exposé. Et je pense que c'est vraiment perspicace d'en savoir plus sur les immersions des infirmières en pratique avancée et aussi sur leur rôle dans les soins de santé primaire. Et j'ai trouvé très intéressant que vous souligniez certains des exemples d'études de cas sur le rôle de l'APM dans la direction des soins de santé primaire dans plusieurs pays. Merci beaucoup de votre exposé. Présentation. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Permettez-moi de passer à notre prochain intervenant. Notre prochain intervenant est le Dr Nina Dandra. Je suis sûr que la plupart d'entre vous connaissent le Dr Nina et qu'elle est une grande défenseur de la sécurité des patients. Elle travaille pour le Big Troll depuis plus de 25 ans et elle est maintenant vice-présidente et directrice de la sécurité des patients. Mission internationale JCI dans ce rôle.
Elle a dirigé les efforts mondiaux de la DCHI pour fournir un leadership stratégique sur la sécurité des patients et promouvoir tous les aspects des activités de sécurité des patients et d'amélioration de la qualité de la DCHI à l'échelle internationale. Avec la communauté, qui comprend le ministère de la Santé, une organisation intergouvernementale, une organisation non gouvernementale et une organisation et un système de santé. Elle guide la transformation de la conception des services afin d'améliorer davantage la sécurité et la qualité des patients. C'est donc un immense plaisir si vous êtes ici. Dr Nino, merci de votre participation. Merci de partager votre sagesse avec les infirmières et infirmiers du monde entier. Ici, la parole est à vous. Merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion et je félicite Compagnie Direction pour avoir lancé cette série de webinaires, ce qui est absolument extrêmement important et très impressionnant. J'aimerais donc simplement partager ma diapositive afin de respecter le rythme et vous remercier beaucoup pour l'introduction qui m'aide à avancer. Donc, la mentionner, que j'ai travaillé avec OMS en tant que responsable des programmes de sécurité des patients, des programmes phares et de la sécurité du sang. Et cela m'aide de partager avec vous comment je me suis impliqué dans le travail politique et de qui. Lorsque je travaillais dans le domaine de la sécurité du sang transfusionnel, j'ai d'abord réalisé que la sécurité transfusionnelle jouait un rôle très important et essentiel dans la prévention de l'infection par le VIH. Et c'est ainsi que lorsque le programme de lutte contre le VIH a été mis en place en OMS, je me suis impliqué dans le travail politique à ce moment-là et, puis, après avoir travaillé avec le pendant tant d'années, j'ai participé à la résolution de l'Assemblée mondiale de la santé, où j'ai directement fourni le soutien aux États membres qui négociaient ces résolutions et les guidaient en termes de processus. Ainsi que vous savez, comment nous pourrions en faire une mise en œuvre percutante. Mon rôle actuel au sein de la DCHI également, je fais avancer l'action que nous avons définie par l'Assemblée mondiale de la santé pour la sécurité transfusionnelle et la sécurité des patients au cours des 25 dernières années de ma carrière. Permettez-moi de partager avec vous quelques-unes des définitions clés pour faciliter la tâche de tout le monde, en particulier des infirmières en début de carrière, de ce qu'est la sécurité des patients et des termes clés utilisés pour la sécurité des patients. Ainsi, la sécurité des patients est définie comme l'absence de préjudice évitable pour un patient et la réduction du risque de préjudice inutile, associé aux soins de santé à un minimum acceptable parce que tous les dommages peuvent ne pas être disponibles. Mais il s'agit essentiellement de tous les dommages évitables et des événements indésirables en cas d'incident qui a entraîné un préjudice pour un patient et une erreur. Comme le terme anglais est l'incapacité à exécuter une action planifiée comme prévu ou l'application d'un plan incorrect. Accident évité de justesse, un incident qui n'a pas atteint le patient, mais qui s'est produit, mais qui n'a pas vraiment atteint le patient. Les effets indésirables d'un médicament sont des lésions résultant d'une intervention médicale liée à un médicament. Y compris les deux effets indésirables du médicament dans l'erreur de Vishnu se sont produits et cela est dû à la propriété inhérente du médicament. Toutes les complications. Je pense que les erreurs de médication et les erreurs de médication sont définies comme tout événement évitable qui peut causer ou conduire à une utilisation inappropriée de médicaments ou à un préjudice pour le patient. Donc, avec ces définitions, je pense que ce sera beaucoup plus clair lorsque j'aborderai, vous savez, les différentes perspectives de la sécurité des patients dans les soins primaires. Alors, en examinant le fardeau sanitaire et économique des soins non sécuritaires et quel impact cela a-t-il sur le niveau des soins primaires? Dans les hôpitaux, un patient sur 10 subit des préjudices alors qu'il reçoit des soins de santé, ce qui est énorme. Le fardeau des dommages qui se produit dans les soins de santé dans le monde entier. Les sécurités spatiales sont vraiment une préoccupation mondiale parce qu'elles affectent la situation dans les pays développés comme dans les pays en développement. Et nous reconnaissons tous que la plupart des soins sont maintenant fournis au niveau des soins primaires. Et c'est vraiment la direction dans laquelle nous allons. Comme Howard l'a mentionné dans notre parcours vers la couverture sanitaire universelle et les objectifs de développement durable. Donc, lorsque la plupart des soins sont fournis dans les soins primaires, mais il y en a un énorme. L'ensemble des dommages qui se produisent ici. Donc 50% des dommages causés aux patients proviennent des soins ambulatoires primaires. Les défaillances de la sécurité dans les soins primaires entraînent plus de 7 millions d'admissions à l'hôpital par an, ce qui aurait pu être évité. Et si vous regardez le nombre de morts, 3 millions de décès surviennent en raison de soins non sécurisés partout dans le monde, chaque année, et au moins 5 personnes meurent chaque minute, parce que je ne suis pas en sécurité ici, donc un énorme
Énorme fardeau de soins dangereux et de préjudices qui se produisent et cela entraîne également des implications financières majeures. 15% des dépenses hospitalières totales sont le résultat direct de défaillances de la sécurité et en grande partie des erreurs de diagnostic dans mes erreurs de médication et plus d'1 billion de dollars américains est le coût des soins non sécurisés à l'échelle mondiale. Qui sont les estimations? C'est donc énorme. Un énorme défi et un fardeau tant au niveau sanitaire qu'au niveau économique. Alors, quel est le besoin de sécurité dans les services de soins primaires, dans des pays du monde entier? Il y a donc un potentiel et une nécessité de réduire les dommages et très considérable au niveau des soins primaires et cela a été considéré comme sûr et de bons soins primaires peuvent conduire à moins d'évitement. L'hospitalisation et les soins primaires non sécuritaires peuvent causer des maladies et des blessures évitables et entraîner une hospitalisation inutile, et dans certains cas, l'invalidité et même la mort. Il y a donc un énorme besoin d'aborder la sécurité des patients au niveau des soins primaires. Compte tenu de l'ampleur des services fournis et de l'énorme fardeau qui se pose dans les soins de santé en raison des soins non sécuritaires. Donc, juste pour partager avec vous en 2019, qui a été un moment décisif pour la sécurité des patients au niveau mondial lorsque cette 72e Assemblée mondiale de la santé a adopté une résolution sur l'action mondiale en matière de sécurité des patients, demandant la sécurité à niveau et tous les établissements de soins de santé ainsi que les établissements de santé physique et mentale, ainsi qu'ont également établi une journée mondiale de la sécurité des patients à observer chaque année le 17 septembre. En outre, ROMS formulé un plan d'action mondial pour la sécurité des patients en guise de feuille de route pendant 10 ans. Les mesures prises pour la sécurité des patients étaient conformes aux objectifs de développement durable. Cette action particulière a été menée par OMS sur une période de 2 ans de 2019 à 2021. Et en 2021, l'Assemblée mondiale de la santé a adopté le tout premier plan d'action mondial pour la sécurité faciale, et 2021-2030, qui comporte cet objectif stratégique lié à la politique, au système de haute fiabilité des processus cliniques, d'engagement des patients, l'éducation des agents de santé, les compétences et la sécurité, de recherche d'informations et de gestion des risques, et enfin de synergie, de partenariat et de solidarité. Et je n'aborderai que 2 d'entre eux, qui sont l'objectif d'enseignement 3 ainsi que l'objectif numéro 5 lié. Il s'agissait d'un objectif d'enseignement 3 qui concerne la sécurité du processus clinique afin d'assurer la sécurité de chaque processus clinique en identifiant les risques liés aux procédures. Examinant où se situent les risques liés à l'utilisation des dispositifs médicaux, des médicaments, du sang et des vaccins. Également en regardant des programmes spéciaux de sécurité des médicaments et de pression et de contrôle des infections. Et cet objectif stratégique particulier définit également 5 stratégies et toutes sont liées à la sécurité à différents niveaux de, vous savez, clinique. C'est particulièrement le cas pour les soins primaires et les transitions de soins et la santé mentale. Celles liées à l'éducation, aux compétences et à la sécurité d'un agent de santé et d'inspirer, d'éduquer, de former et de protéger les travailleurs de la santé afin qu'ils puissent contribuer à la conception et à la prestation de soins sûrs. Et cela concerne l'identification de centres d'excellence pour l'éducation et la formation en matière de sécurité des patients. Développer également des compétences en matière de sécurité des patients et des systèmes d'évaluation qui sont liés au développement des compétences des agents de santé et à la fourniture d'un environnement de travail sûr. C'est ainsi que l'OMS a fait rapport à l'Assemblée mondiale de la santé cette année. En fait en 23 et 24 également. En 23 et 24, également. Sur la manière dont nous mettons en œuvre les interventions des systèmes de sécurité des patients dans les soins primaires par le biais d'un rapport intitulé Global Patient Safety Report 2024. Mondial sur la sécurité des patients 2024. Et ce rapport souligne que si plus des 2/3 des pays ont commencé à mettre en œuvre des interventions de sécurité des patients dans les soins primaires, seuls 17% environ ont adopté une approche globale. Donc, la plupart des pays ont en fait au moins une de ces interventions qui sont le dernier système de signalement et d'apprentissage de la sécurité des patients où il s'agit de formation, d'élaboration de formation et de compétences ou d'initiatives d'engagement des patients et des familles, l'élaboration de normes de sécurité des patients, de culture de sécurité ou de surveillance de la sécurité des patients. Et une autre donnée extrêmement importante que je veux partager est la façon dont les sujets de sécurité des patients sont intégrés dans les programmes de formation professionnelle pour diverses catégories de travailleurs de la santé et rassurant, en fait, que la formation en soins infirmiers est la plus progressiste en ce qui concerne l'intégration des principes de sécurité des patients, avec 67% des pays qui les incluent dans leur programme d'études. Vous pouvez donc voir que, par rapport à toutes les autres disciplines et systèmes éducatifs, les professionnels des soins infirmiers couvrent vraiment la sécurité des patients d'une manière très holistique, ce qui est très rassurant. Maintenant, quelques réflexions que j'aimerais partager avec vous. Quel est le rôle des infirmières?
pour assurer la sécurité au niveau des soins primaires. La première plus importante est la promotion de pratiques plus sûres par le biais de la sécurité des médicaments. Par exemple, par un bilan comparatif précis des médicaments. La prévention des erreurs de médication. L'éducation des patients sur l'utilisation appropriée des médicaments. Également la prévention des infections en suivant des protocoles d'hygiène stricts. En éduquant les patients sur le contrôle des infections et ce qu'il y a dedans et en administrant, vous savez, des médicaments et des vaccins en toute sécurité. La formation et la prévention sont une autre façon de promouvoir des pratiques plus sûres. À savoir le dépistage systématique des maladies chroniques comme le diabète ou l'hypertension et d'autres maladies non transmissibles. Et identifier les signes avant-coureurs de problèmes de santé potentiels. Le prochain rôle des infirmières dans la sécurité des patients. Les soins primaires et l'éducation et la défense des patients par le biais de la littératie en santé en éduquant les patients sur leur diagnostic, leur plan de traitement et leurs pratiques d'auto-soin, en veillant à ce qu'ils comprennent comment gérer leur santé en toute sécurité. Responsabilisant les patients et en s'engageant auprès des patients, en plaidant pour la participation des patients dans les décisions de soins et en réduisant littéralement la réduction des risques liés à la compréhension de la non-observance du traitement. Une communication et une coordination efficaces sont un rôle extrêmement important que les infirmières jouent par le biais de la communication interdisciplinaire. Agissant comme un lien entre les patients, les prestataires de soins primaires, les spécialistes et la communauté de sources et qui assurera certainement la continuité des soins. Un bureau de gestion est un rôle extrêmement important, qui consiste à fournir des mises à jour claires et complètes aux patients et même à utiliser des outils standardisés tels que le contexte de la situation, des antécédents de la situation et des recommandations, à titre d'exemple. Identifier et traiter les risques par la détection précoce, par la surveillance des signes d'aggravation de l'état ou des complications. Et la mise en place d'une intervention rapide et la déclaration des événements indésirables et des erreurs sont des rôles extrêmement importants que jouent les doses dans l'identification des événements indésirables et des accidents évités de justesse et des erreurs, ainsi que dans la contribution aux stratégies d'apprentissage et de prévention à l'échelle du système. Et je dois mentionner ici que les infirmières sont les plus importantes. Les professionnels de la santé dans la prévention des préjudices causés aux patients parce qu'ils sont directement impliqués dans les soins aux patients et que si quelque chose s'est glissé dans le système, ils n'ont pas été en mesure de prévenir. Les infirmières sont en première ligne au point de soin pour prévenir que ces préjudices ne se produisent. Lors de l'amélioration des systèmes de soins, par exemple en participant à des initiatives d'amélioration de la qualité, en dirigeant et en participant à des initiatives visant à réduire les risques pour la sécurité, comme les chutes ou les erreurs des patients, ou les retards dans les soins. Utiliser la technologie et exploiter, par exemple, les dossiers de santé électronique pour documenter les soins avec précision et suivre les progrès des patients, ainsi que pour signaler des problèmes potentiels tels que des interactions médicamenteuses ou tout autre environnement à risque pouvant entraîner des dommages. Et la prévention de l'hospitalisation et des réadmissions est un autre rôle important en se concentrant sur la gestion des maladies chroniques, en fournissant une éducation après le congé et en veillant à ce que les soins de suivi visent à prévenir les complications, qui pourraient mener à une réadmission à l'hôpital. Enfin, le soutien aux populations vulnérables joue un rôle extrêmement important que les infirmières peuvent jouer en s'attaquant aux déterminants sociaux de la santé. Il faut aussi s'assurer qu'il y a un accès aux ressources et éliminer les barrières linguistiques lors de la communication avec les patients et la famille. J'aimerais simplement vous parler, en plus de l'IC et des excellentes ressources qui sont en cours d'élaboration pour les soins primaires et la sécurité dans les soins primaires. Quelques ressources que j'aimerais mentionner sont la série technique de Lao sur les soins primaires plus sûrs. C'est-à-dire, comporte différents domaines pour les 4 domaines principalement sous lesquels ils sont ces 9 modules, c'est-à-dire les patients, les agents de santé, les outils et les technologies et les processus de soins. L'engagement des patients, l'éducation, la formation, les facteurs humains et aussi l'utilisation d'outils électroniques, les erreurs administratives. Comment éviter ces erreurs de diagnostic, erreurs médicamenteuses, médication, les soins spéciaux et la multimorbidité au niveau des soins primaires et les transitions de soins. Et ce ne sont que des graphiques de ces différents modules et vous pouvez les trouver sur OMS site web. Cette série technique de soins primaires avec ces 9 modules techniques liés à différents domaines et processus de soins dans. Une autre ressource importante que je veux partager avec vous, qui a été élaboré par l'Agence pour la recherche et la qualité des soins de santé sur la sécurité et la qualité des patients et un manuel fondé sur des données probantes pour les infirmières. Très important, bien sûr, aussi pour le renforcement des capacités en matière de sécurité des patients et de qualité. Et en fin de compte, j'aimerais simplement partager avec vous certaines des approches que les infirmières en début de carrière pourraient utiliser lorsqu'elles s'intéressent à l'engagement politique pour s'informer, à l'éducation, à la compréhension des bases, à l'examen des politiques de soins de santé, à la façon dont elles sont élaborées. Infirmières de plaidoyer en soins infirmiers, adhérer à des associations et comprendre les processus législatifs. Dire informer par l'actualité et les tendances. Que se passe-t-il et quels sont les principaux enjeux de nos jours?
Profitez votre expertise clinique en partageant vos idées sur différents enjeux et en défendant les intérêts des patients et, vous savez, s'agit de faciliter la voix des patients en réseautant et en établissant des relations, en établissant des liens avec des mentors et, vous savez, vos leaders en soins infirmiers. Et vos pairs ainsi que vos collègues et collaborer avec eux de manière significative, en vous engageant dans des activités de plaidoyer en écrivant ou en vous exprimant sur ces questions, en rencontrant des législateurs, en suivant une formation continue, en suivant des cours sur les politiques et en assistant à des conférences, comme l'ont dit les conférenciers précédents, ainsi qu'en commençant petit et en restant persévérant. Commencez donc par un problème qui vous passionne beaucoup, puis vous pouvez la faire avancer. N'oubliez donc pas que le changement de politique prend du temps, et célébrez les petites victoires et continuez à apprendre. Je vous remercie beaucoup de m'avoir donné l'occasion de me joindre à vous aujourd'hui. Merci, Dr Nina, pour votre présentation de 10 minutes. Durée de 10 minutes. Mais je pense que vous avez couvert beaucoup de choses et que nous avons beaucoup appris de vous aussi sur la sécurité des patients dans les contacts mondiaux et sur la pertinence de payer les soins de santé primaires. Et je pense aussi que la partie la plus importante est que vous avez souligné l'importance de faire progresser les soins de santé primaire en ce qui concerne le développement des travailleurs de la santé. Santé, l'éducation et les compétences. Point vraiment, vraiment important. Merci beaucoup pour votre présentation et tous vos conseils à la toute fin de la diapositive PowerPoint. Je pense que notre public le trouvera très utile. Permettez-moi maintenant de passer à notre dernier orateur. Intervenant, le Dr Kate. Kate est coprésidente du groupe de travail sur les soins primaires de l'Alliance mondiale pour la réadaptation. Elle est chargée de cours au département de médecine familiale et communautaire de la FCM, Tamer, des facultés de médecine, Université de Toronto, Canada. De plus, le DFCM de l'Université de Toronto est un centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé en médecine familiale et en soins de santé primaire. Désolé pour lequel les médecins qui sont impliqués dans plusieurs projets en tant que boursière en santé mondiale et auparavant. Anciennement officiellement. La première responsable de la faculté pour la responsabilité sociale et la santé mondiale au Sunnybrook Health Science Centre. Pour l'Université de Toronto. La FCM et son travail clinique sont en tant que médecin de famille en milieu rural en Ontario, au Canada, au sein de l'équipe de santé familiale de la baie Georgienne. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Qu'est pour nous donner votre point de vue sur les soins de santé primaire. La parole est à vous. Merci. Merci beaucoup, Michel. Je vais partager mes diapositives tout de suite. Un instant, vous pouvez voir que c'est OK. Parfait. Alors oui, tout va bien. Merci. Salut tout le monde. Je veux donc commencer par penser que je veux vivre dans un monde où tout le monde a accès à des soins de santé de qualité, où et quand ils en ont besoin et sans difficulté financière. Et en particulier, j'ai une passion et un accent sur les besoins en réadaptation. Cependant, la réalité est que vous savez peut-être que dans de nombreuses régions du monde, les gens n'ont pas les soins de santé dont ils ont besoin et ne peuvent pas y accéder. Et c'est un gros problème. Je pense vraiment que chaque professionnel de la santé peut jouer un rôle dans le changement. Et je crois personnellement que la façon d'y parvenir est que de nombreux professionnels différents travaillent ensemble vers un objectif commun. Comme l'a dit Yueshan. Je m'appelle Kate Stead et j'ai été invité ici aujourd'hui pour partager avec vous le rôle de la réadaptation dans les soins primaires, pour vous présenter la New World Rehabilitation Alliance et pour parler des façons dont vous pouvez aider à apporter des changements en intégrant la réadaptation dans celle-ci. Soins primaires interprofessionnels complets. Toutes mes excuses. Et voilà. Nous avons tous de la patience. Des amis et de la famille, des proches, les personnes que nous connaissons qui ont désespérément besoin de services de réadaptation, et vous les connaissez. Le patient qui s'est blessé au dos au travail il y a 8 semaines et dont l'état ne s'améliore pas. Le patient était atteint de paralysie cérébrale, et recevait des soins interdisciplinaires continus. L'adulte de votre pratique ayant une double perte auditive et visuelle, qui s'est retrouvé socialement isolé, peut-être pas vos patients, mais que vous connaissez quand même. Votre tante qui a subi une arthroplastie de la hanche et qui réapprend à marcher. L'enfant de votre quartier dont le langage ne se développe pas comme prévu. Et ses parents pensent qu'il pourrait avoir une perte auditive. Ou votre ami qui souffre de démence. Et qui a vraiment du mal à s'habiller et à préparer ses repas. La liste continue. Ils ont tous quelque chose en commun. Ils veulent et doivent accéder à des services de réadaptation de qualité. Pour leur permettre de vivre au mieux. Et donc, quand je parle de réadaptation, je tombe vraiment sous la définition de l'Organisation mondiale de la santé.
qui est un ensemble d'interventions conçues pour optimiser le fonctionnement et réduire l'invalidité chez les personnes ayant des problèmes de santé en interaction avec leur environnement. Si l'on veut le dire plus simplement, la réadaptation aide les personnes de tous âges à être aussi indépendantes que possible dans les activités quotidiennes afin qu'elles puissent participer et travailler à l'école, aux activités récréatives et à d'autres activités significatives. Le saviez-vous? 2,6 milliards de personnes dans le monde. C'est beaucoup, c'est-à-dire qu'une personne sur 3 souffre de maladies qui bénéficieraient d'une réadaptation. Mais dans de nombreuses régions du monde, ils n'ont pas ou ne peuvent pas accéder aux services dont ils ont besoin. La réadaptation est souvent sous-développée et la disponibilité des soins de santé est limitée. De plus, limitée. En outre, les besoins mondiaux en matière de réhabilitation augmentent maintenant à un rythme rapide en raison de la croissance démographique, le vieillissement et l'augmentation des maladies non transmissibles. Mais dans de nombreux pays, plus de la moitié de la population n'a pas accès aux services de réadaptation dont elle a besoin. Il s'agit d'un problème mondial, où que vous soyez. C'est un problème. Et donc, les soins primaires, c'était déjà très bien défini auparavant par le Dr Skrober. Donc entre les soins primaires et les soins de santé primaires. Et je voulais simplement attirer votre attention sur le fait que nous examinons services de santé tout au long de la vie, de la promotion à la prévention. Curatif. Réhabilitationnel. Curative, je le souligne, et les services palliatifs. Et donc ce que nous savons, c'est que la majorité des besoins en matière de réadaptation peuvent être satisfaits dans les soins primaires, ce qui relève de l'équité. L'intégration et l'expansion de la réadaptation dans les soins primaires sont essentielles pour améliorer l'accès équitable à la réadaptation et donc, que fait-on au niveau mondial à ce sujet pour reconnaître ces problèmes comme un grand besoin non satisfait de réhabilitation? En 2017, l'Organisation mondiale de la santé a lancé un appel à l'action pour renforcer la réadaptation dans les pays. Et l'initiative Réhabilitation 2030 a été lancée sur ce magnifique logo en RAW, dans le but de renforcer les systèmes de santé pour répondre à ce grand besoin non satisfait de réhabilitation. Et depuis, OMS et leurs partenaires y travaillent. Vous savez, l'année dernière, en mai 2023, à l'Assemblée mondiale de la santé, il y a un grand moment pour la réhabilitation. Il existe une résolution historique sur le renforcement des systèmes de réhabilitation et de santé. Système de santé, réhabilitation et de santé qui a été adopté à l'unanimité par les 194 États membres présents. Et cette résolution vise à intensifier et à intégrer la réadaptation dans les systèmes de santé dans le cadre de la couverture sanitaire universelle. À l'arrière-plan, alors que l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires élaborent des outils et des ressources et y travaillent, ils reconnaissent qu'ils le font. Mettez une voix pour plaider en ce sens, pour en parler. De cela, ainsi qu'est née l'Alliance mondiale pour la réhabilitation et que nous avons été lancés l'année dernière, en juillet 2023. C'est exactement ce que nous avons fait. L'Organisation mondiale de la santé est donc un réseau mondial de parties prenantes et notre mission est de plaider pour la mise en œuvre de Réhabilitation 2030. L'Alliance mondiale pour la réadaptation reconnaît la réadaptation comme un service de santé essentiel, qu'il fait partie intégrante de la réalisation de la couverture sanitaire universelle et de la réalisation de l'objectif de développement durable 3, qui est d'assurer une vie saine et de promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Donc, pour résumer, quand nous voyons cela, Réhabilitation 2030 inclut le travail que The WHO et ses partenaires font autour de la production de preuves. Donc, il s'agit donc de se pencher sur la recherche sur l'importance de la réadaptation et sur les différentes facettes qui peuvent être intégrées dans les systèmes de santé, en particulier les soins primaires. Créer des capacités, donc l'élaboration d'outils et de ressources pour soutenir les pays dans ce domaine, puis l'Alliance mondiale pour la réhabilitation est la voie à cet égard. Donc, sensibiliser, créer de la demande et bien mobiliser politiquement, nous avons 94 membres à ce jour. En fait, je pense que c'est 96 à l'heure actuelle. Tous axés sur différents domaines de la réadaptation et incluant, y compris, le plus important pour moi, les soins primaires. Et donc, les changements qui se produisent en ce moment. Il y a un énorme changement à l'échelle mondiale pour la réadaptation et nous voulons nous assurer que tous les fournisseurs de réadaptation et les soins primaires, les prestataires font partie de ce mouvement et comment pouvez-vous apporter des changements? Aider à démarrer, et je suis sûr que vous en avez vous-même. Et donc, comme Howard le disait au tout début, les soins de santé primaire sont la voie vers la couverture sanitaire universelle. Par conséquent, pourquoi? La réadaptation est un élément essentiel des soins de santé primaire qui ne doit pas être ignoré. C'est pourquoi elle fait également partie intégrante de la voie vers la couverture sanitaire universelle. Et comme il l'a dit, les infirmières sont tout au long du chemin. Et je suis tout à fait d'accord avec cela.
Les infirmières sont intégrées dans toutes les facettes des soins primaires complets. Et je pense qu'il y a des façons d'intégrer facilement les besoins en matière de réadaptation. Et donc, est juste d'apprendre à reconnaître et à identifier quand un patient a réellement un nom de réadaptation. Pensez à la pratique. Lorsque vous avez un patient devant vous, à ce qui pourrait manquer en termes de fonctionnement mental, les infirmières en soins primaires ou les infirmières en soins primaires sont souvent les premiers prestataires de soins de santé à reconnaître un besoin de réadaptation chez un patient. Et la détection précoce et la sensibilisation à un besoin sont l'étape la plus importante au début. Et puis, bien sûr, si vous avez les compétences ou les connaissances nécessaires pour aider le patient dans ce besoin, vous l'avez fourni, bien sûr. Et si vous ne le faites pas, je veux dire, c'est peut-être là qu'un collègue en réadaptation pourrait être un avantage. Une infirmière en pratique avancée dans ce domaine. Médecin, etc. C'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé travaille actuellement à l'élaboration d'une nouvelle ressource appelée Ensemble de bases d'intervention pour la réadaptation. Il s'agit d'une trousse à outils gratuite qui, espérons-le, sortira en 2025 et elle est parfaite pour nous. Et je dis nous parce que c'est destiné aux professionnels des soins primaires, donc aux médecins et aux infirmières de faire ce que nous venons de dire, d'identifier les besoins en réadaptation et de vous donner les compétences et les connaissances pour vous faciliter la tâche. Fournir des interventions peu coûteuses mais à fort impact et fondées sur des données probantes pour la réadaptation. Il servira également de guide au ministère de la Santé pour la planification et la budgétisation de la réadaptation et des soins primaires. D'autres façons dont nous pouvons nous impliquer. Alors, lancez la conversation. Parlez aux fournisseurs de réadaptation de votre région. Quand je vois de la réadaptation, je pense à la physiothérapie, à l'ergothérapeute, à l'orthophoniste, à toutes sortes de choses. Quel est leur rôle et que font-ils réellement avec les patients? Commencez à penser à l'intégration dans des modèles professionnels de soins. Chaque pays et chaque profession aura des défis différents, qu'il s'agisse de la géographie, de la disponibilité des prestataires de soins primaires, de la disponibilité des fournisseurs de services de réadaptation, du financement. Mais nous devons faire preuve de créativité dans ce domaine parce qu'en fin de compte, nous voulons apporter des changements pour nos patients. Les patients le méritent. D'autres façons de servir la conversation sont de faire participer la communauté, d'éduquer le public sur l'importance de la réadaptation et des soins primaires. Et une fois que nous avons ces réseaux et que nous avons construit ces relations collectivement, en tant que voix plus forte et plus forte, nous pourrons tendre la main au gouvernement local. Parlez à vos réseaux de santé. Ajoutez la clé aux décideurs politiques où vous travaillez pour encourager et promouvoir l'allocation de fonds pour la réadaptation et les soins primaires. Car nous savons que cela fait partie de la réalisation de la couverture sanitaire universelle et les tenir responsables de leur engagement en faveur de la réadaptation 2030 et, plus important encore, de leur engagement envers les objectifs de développement durable. Lorsque nous pensons à l'éducation, ceux d'entre vous qui sont impliqués en tant qu'éducateurs ou si vous êtes un étudiant et que vous pensez à un retour d'information à une éducation institutionnelle, commençons à inspirer la prochaine génération de prestataires. Nous devons commencer par des modèles de soins interprofessionnels dès le départ. Il s'agit des meilleurs soins pour les patients et comment le faisons-nous de plusieurs façons. Une chose que je peux faire rapidement, parce que je sais que nous manquons de temps, c'est de coordonner l'éducation et la formation interprofessionnelle. Alors pourquoi n'avons-nous pas des rotations cliniques partagées où il y a des étudiants en soins infirmiers, des étudiants en physiothérapie, d'autres étudiants en réadaptation, des étudiants en médecine qui travaillent ensemble dès le début? C'est quelque chose à laquelle il faut réfléchir. Et puis la question se pose en partie de ce dont nous parlons aujourd'hui, est de savoir comment s'impliquer dans un engagement politique plus large pour apporter des changements, non seulement dans votre quotidien, comme nous venons de le dire, ou dans votre région, mais encore plus largement. Je vais donc partager brièvement avec vous mon histoire, dont tout le monde va avoir une histoire différente. Donc, quand j'étais résident, ce qui est au Canada, c'est-à-dire que vous êtes devenu médecin et que vous êtes en formation pour vous spécialiser dans votre domaine. Donc, pour moi, c'était la médecine familiale. Et j'ai vu un post à la fin d'un bulletin d'information universitaire où il était possible de postuler pour un stage à l'Organisation mondiale de la santé et j'ai postulé et j'ai adhéré. J'ai donc passé 8 semaines très enceinte. Je vous dirai pourquoi c'est important dans un instant. À Genève, en Suisse, nous apprendrons tout ce que signifient les soins primaires et les soins de santé primaires d'un point de vue mondial. Comment les changements sont apportés aux politiques, sont modifiés, qui est impliqué dans toutes ces choses et où se trouvent les lacunes. Et tout cela est nouveau pour moi. Cela n'a pas été enseigné à l'école de médecine. Je n'ai pas appris cela là-bas. Et mes yeux étaient ouverts sur les moyens par lesquels je pouvais apporter des changements à un niveau supérieur ou au moins y contribuer. Et je continue à faire du bénévolat dans de nombreux projets différents qui passeraient par notre université, car nous avons un centre de collaboration, et tout au long de ma carrière. Et en cours de route, j'ai trouvé des mentors. Je pense qu'il est très important de trouver quelqu'un qui croit en les choses beaucoup plus fort que vous, afin que vous puissiez vous accrocher. L'un de mes grands mentors est le docteur Catherine Rulot.
Elle est responsable de la santé mondiale à l'Université de Toronto, et je n'ai jamais rencontré quelqu'un de plus passionné par les soins primaires. Je n'ai pas non plus d'expérience en réadaptation. J'étais kinésiologue et directeur de clinique pour des cliniques de réadaptation avant l'école de médecine. C'est donc le docteur Rollo qui l'a abordé lorsqu'on lui a demandé d'être coprésidente du Nouveau Monde. Méditation Alliance et si je prendrais le rôle avec elle. Et donc, bien sûr, j'ai dit oui. Cette fois. Bien que n'étant pas enceinte. Je venais d'avoir mon deuxième enfant et nous sommes donc tous retournés en Suisse pour commencer ce nouveau rôle. Et quel grand rôle de réseauter et d'apprendre à connaître d'autres personnes qui ont des passions similaires. J'ai aussi réalisé que ce n'est pas le cas. C'est que nous sommes ici en train de parler de début de carrière. Aussi que peu importe la phase de votre vie, vous pouvez vous impliquer et faire changer les choses. Je pensais que vous regardiez cette photo de là. Comité de l'Alliance mondiale pour la réadaptation. Nous sommes tous dans des domaines différents, nous sommes tous dans différentes régions du globe et de toutes les professions qui travaillent ensemble. Et vous devez aussi savoir qu'il s'agit d'une fraction de mon travail, de ma vie quotidienne. Je passe la majeure partie de mon temps en pratique clinique en tant que médecin de famille dans une communauté rurale, travaillant côte à côte avec mon infirmière praticienne et mes collègues infirmières. Et donc je veux juste terminer par ceci, qu'il n'y a pas de chemin spécifique pour tout le monde dans tout le monde. Tout le monde a une approche différente pour s'impliquer dans le changement. Et les choses que je recommanderais, c'est d'entamer la conversation, d'apprendre à connaître vos collègues, de penser à l'élaboration de modèles de soins interprofessionnels au fur et à mesure que vous avancez dans votre carrière. Adhérer est la deuxième et rejoindre les organisations nationales, des organisations internationales, des organisations régionales et commencer à apprendre, à commencer à faire du bénévolat, à plaider auprès des décideurs politiques par ces canaux. Et je devrais dire à tous ceux qui sont ici aujourd'hui que vous faites déjà ces premiers pas. Vous êtes ici, vous apprenez et vous vous intéressez. Et puis la dernière partie est que vous devez vraiment défendre votre passion, que la partie que j'ai mise sur la diapositive n'est pas ce qui me passionne. Il s'agit d'intégrer la réadaptation dans les soins primaires, car je sais que c'est essentiel pour un accès équitable à la réadaptation. Cela va améliorer les revenus des patients et nous conduire vers la couverture sanitaire universelle. Merci beaucoup au Conseil international des infirmières de m'avoir invité aujourd'hui. Et merci pour les changements que nous allons faire ensemble. S'il vous plaît, partagez mes diapositives s'il vous plaît. La seconde, la dernière page, contient des ressources. Tout le monde est disponible pour les utiliser. Et voici mon adresse email. Vous pouvez m'envoyer un email, me poser des questions, m'envoyer des idées et partager des histoires de réussite. Merci. Merci, Kate. C'est un grand plaisir de vous avoir et merci de partager l'importance d'un service de réadaptation de qualité et aussi ce qui est fait et comment en tant qu'infirmière. Nous pouvons faire avancer les choses. Et particulièrement, j'aime votre histoire personnelle et votre touche personnelle à votre présentation est géniale. Merci beaucoup. Malheureusement, c'est déjà le cas. À l'heure où nous y étions, nous sommes censés terminer le webinaire. Malheureusement, nous ne pouvons pas passer à la session de questions-réponses. Je veux simplement vous remercier de vous joindre à nous aujourd'hui. Merci à tous les participants qui ont posté dans la session de questions-réponses et également dans la boîte de discussion. C'est un grand succès d'être avec vous, d'avoir votre participation active et d'avoir vos questions dans le chat et dans la session de questions-réponses. Un merci spécial à nos incroyables intervenants, notre mandarin, So-Young, Sandra, Nina, Karen et pour avoir partagé leur expertise et leurs idées sur l'avancement des soins primaires et pour la prochaine étape. Pour rappel, nous partagerons sous peu le lien vers le sondage d'évaluation. Veuillez prendre quelques instants pour le compléter. Car vos commentaires sont précieux et nous aideront à nous améliorer. Les futurs webinaires et la réalisation de l'enquête sont également nécessaires pour recevoir vos crédits ethniques et pour la dernière remarque finale. Nous espérons que la discussion d'aujourd'hui vous inspirera et vous fournira des connaissances précieuses à appliquer dans votre travail et vos études. N'oubliez pas de rester en contact avec nous via le site web de l'ICM et les médias sociaux pour des mises à jour et les futurs webinaires. Nous aurons plus de webinaires comme celui-ci en 2025. Et merci encore pour votre temps et votre engagement.